Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue sur vos canaux d'écoute habituels, bien sûr le www.fmradio.fr. Et puis pour le live Facebook, pour ceux qui nous rejoignent et qui ont l'habitude, mon invité ce soir n'est autre que monsieur Jean-Claude Volpi, célèbre mentonné spécialisé dans l'écriture d'ouvrages historiques locaux, un homme aux 1000 métiers. J'exagère un petit peu, mais vous allez voir que je pense qu'il n'est pas loin des 1000 métiers. Une carrière professionnelle en 3 phases. On va vous présenter sa carrière professionnelle et puis bien sûr sa passion depuis quelques années. Sa passion qui n'est autre que Menton. Si j'ai bien résumé, c'est ça. N'est-ce pas Jean-Claude ? Menton et Roquebrune. Menton et Roquebrune, voilà, donc pas de jaloux. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Très content de vous recevoir. Ça faisait quelques mois déjà où on devait se rencontrer. Et puis il y a eu la pandémie. Et quelques mois, plus que quelques mois, puisque ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Hein. Ouais, il y a eu, au début, c'était juste avant la pandémie. Il y a eu la pandémie, il y a eu plein de choses. Et puis depuis, il y a eu plein d'invités. Mais voilà, on a quand même réussi à trouver un petit créneau ensemble pour parler de vous, parler de votre histoire. Une histoire que je disais, on va vous connaître un tout petit peu mieux. Et une histoire qui s'écrit en 3 phases. Une première phase de 1965, on va pas dire votre âge, mais vous étiez déjà jeune en 1965. 1965 à 1974, où là vous avez touché à l'hôtellerie. Tout à fait. J'étais dans l'hôtellerie à partir de Menton et puis j'ai commencé à faire les saisons. C'est-à-dire que l'été, j'allais travailler soit à Évian, soit à Plombières. Puis l'hiver, je venais passer l'hiver tranquillement au chaud. J'ai travaillé à Évian, mais dans les Vosges, j'ai travaillé aussi pour le prince Norodom Sihanouk, le roi du Cambodge. Oui, et pour ceux qui connaissent. Voilà, et j'étais son maître d'hôtel attaché. Et puis, finalement, je suis revenu sur Menton pour être directeur du restaurant Le Drakkar, enfin le Viking, pour ceux qui le connaissent, avec le cabaret de M. Bréraud. Voilà, qui est au niveau, si je ne me trompe pas, qui est au niveau du parc Koaland à Menton. C'est juste, ça, pour ceux qui ont connu. Voilà, juste à côté, maintenant, il y a la résidence, la piscine. Exactement. Pour ceux qui ont connu, pour ceux qui sont mentonnés. Mais bien sûr, donc ça veut dire un retour à Menton, puisque Menton dans votre cœur, Menton Roquebrune. Mais on va pas faire de jaloux, plus Menton, plus Roquebrune. Non, moi je suis mentonné de naissance. Voilà. Après, je fais ma vie, mes enfants sont nés à Roquebrune. Et puis pour moi, c'est la frontière administrative qu'a créée Napoléon III en 1861, c'est-à-dire le Gorbio. N'est pas une frontière, c'est une frontière administrative, mais en tous les cas, pas sociologique ni de territoire. Ok. Deuxième phase de votre vie professionnelle, 1974-1988. Là, carrément, vous prenez la direction d'une supérette à Menton. Tout à fait. Non, à Roquebrune. À Carnolès. À Roquebrune, pardon. À Carnolès. C'est pas écrit dans la bio. Voilà. Donc, supérette. Et puis, à un moment, j'avais découvert la carte postale, la collection de cartes postales, et je souhaitais avoir du temps libre, c'est-à-dire du temps libre, travailler le matin, bonne heure, et puis l'après-midi de les dédier à la recherche de cartes postales pour une collection de cartes postales sur Menton, sur Roquebrune. Donc ça, c'était la passion. Ça, c'était la passion, mais il fallait la faire coïncider avec une vie de famille, avec 3 enfants, puis après 4, et donc il fallait assurer l'alimentaire. Bien sûr. Et je ne me sentais pas le courage à l'époque de me lancer, d'ailleurs je n'en avais pas à l'époque l'étoffe, d'écrire des textes sur la carte postale et sur l'histoire de Menton. Voilà. Donc, ça va venir beaucoup plus tard. Voilà, donc je vais monter un stand de fruits et légumes
dans le Camartin, où je vais avoir une belle clientèle. Et l'après-midi, quand j'allais faire le marché à Nice, aux mines, je m'arrêtais chez les brocanteurs et j'avais mon réseau qui me rabattait des cartes postales. Des cartes postales. Donc Voilà. les cartes postales, le thème de ces cartes postales à l'époque où vous commenciez votre collection, ils étaient axés sur quel thème? C'était Alors, vraiment que du local? C'était vraiment que Menton, Roquebrune. Voilà. Mais de ce thème générique, il est sorti le chemin de fer, le rail, c'est-à-dire le tramway et le train. C'est ce qui va C'est-à-dire expliquer que vos ouvrages, on va en parler Voilà. tout à l'heure. Ouais. les villes vont s'étirer. Voilà. Mais il va y avoir un événement anecdotique, c'est-à-dire qu'en 82, je suis contacté par M. Testa, qui était à l'époque le responsable des fêtes des citrons. Et il me dit, en 83, nous allons commémorer les 50e fêtes internationales du citron. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de nouveau par rapport à ce qu'on ne fait pas habituellement ? On me dit beaucoup de bien de vous. Vous collectionnez cartes postales, vous êtes dynamique. Au niveau français, vous avez un aura dans la cartophilie. Quid ? Donc effectivement, je vais sortir un panel de ces choses à faire. Et vous faites une exposition, donc vous organisez une exposition. Organiser une exposition au Palais de l'Europe, créer une médaille commémorative, mettre aussi au départ de Menton une flamme temporaire, ce qui n'avait jamais été fait, qui 3 mois avant la manifestation fait la promotion de la fête des citrons. Et depuis lors, ça doit être un bon filon, puisque depuis lors, elle a toujours été reconduite chaque année. D'accord. Puis j'ai dit, mais les majorettes et les groupes viennent à Menton et ils viennent uniquement que pour les corsos. Oui, comme ça se passe actuellement. Ils viennent Oui, mais à l'époque, ils ne déambulaient pas. Ah, d'accord. Ils ne déambulaient pas dans la ville. Dans le reste de la ville. Voilà. Ils déambulaient, comme vous disiez, que sur le Corso. Que sur le Corso. Voilà, ce qui se refait depuis quelques temps maintenant, depuis quelques années. Alors donc, j'ai proposé que ces groupes viennent 24 heures avant et qu'ils puissent déambuler dans la ville. Et c'est comme ça que les majorettes et les groupes folkloriques ont déambulé jusqu'à quand même avoir une intensité qui même parfois a gêné un peu la circulation. D'accord. Et moi, j'avais, dans la 3e phase qu'on n'a pas abordée, je l'ai abandonnée. Non, mais moi j'allais y arriver. J'y vais dans l'ordre chronologique, mon cher Jean-Claude. J'allais dire donc troisième phase de votre vie professionnelle, de 89 à 2007. Vous rejoignez donc la mairie et la municipalité de Menton en tant qu'agent territorial responsable du service du stationnement payant de la ville de Menton. Et là, vous l'avez fait plus précisément de 89 à 96. Oui, c'est ça. Voilà, vous pouvez en parler donc maintenant de cette phase-là où donc vous étiez donc, je me l'étais noté dans mes notes, un spécialiste en question de stationnement sur la voie publique. Oui. On peut dire spécialiste. Alors, disons que... Rien à voir avec votre passé professionnel. Absolument. Disons que j'étais dans l'équipe de M. Jean-Claude Guibal et Mme Colette Giudicelli. Et quand ils sont arrivés en mairie, ils ont gardé 5 personnes sur les 320 qu'il y avait dans le groupe. Et moi, j'étais dans ce groupe-là. D'accord. Et ils m'ont mis au stationnement payant. Donc, un beau matin, je me suis retrouvé devant des agents en uniforme, au garde à vous, me saluant. J'ai bien compris, vous êtes un petit peu responsable des premiers PV de ces années 1989 pour certains. Non, il y en avait déjà. Il y en avait déjà. Mais le tout, c'était pas de verbaliser. C'était de dire... il y avait un grand plan d'implantation d'orodateurs dans le Carreil. Les orodateurs étaient achetés, étaient en stock. Et moi, il me semblait qu'il était nécessaire de retirer les Duncan, vous savez, ces têtes de nègre qu'il y a sur le côté, et de les remplacer par des orodateurs. Bon, j'ai pas connu alors, ou je me rappelle pas. Voilà. Donc, et puis j'ai participé par ma gestion et le fait qu'on soit parmi les services les mieux gérés de France à ce que une société s'intéresse à Menton, au cas de Menton, pour faire le parking du Loret dans l'Archer. D'accord.
Effectivement, j'ai connu cette époque où il n'y avait pas le parking à l'époque, où il y avait ce magasin de bricolage qui est transformé, et il y avait les bus, il y avait l'imprimerie, il y avait tous les bus de Menton, ça arrêtait à cet endroit-là. Tout à fait. J'ai connu ça. Par contre, au fil du temps, il y a eu une certaine période à Menton où il y a eu de 12 à 13 décès par an à cause de la circulation, c'est-à-dire beaucoup de scooters, de piétons. Ce qui était énorme quand on pense que maintenant on n'est plus dans ce créneau-là, malgré que la circulation est augmentée. Et moi, tout simplement, monsieur Jean-Claude Guibal m'a demandé de revenir en mairie et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et j'ai monté un service où tous les autres services étaient à la disposition de nos décisions collégiales pour faire en sorte qu'on enlève déjà 580 panneaux. D'accord. Donc en fin de compte, oui, ce service-là était là pour coordonner les services techniques pour s'occuper de la sécurité, les services de la voirie. Voilà, vous étiez un peu... le marquage au sol, la signalisation verticale, et ensuite coordonner tous les arrêtés municipaux. Parce que les arrêtés municipaux, prenons la fête des citrons, il y avait X arrêtés municipaux qui se contredisaient les uns les autres. Et ensuite, quand les CRS et la police mettaient en place les dispositifs lors de la fête des citrons, lors des corsos notamment, il y avait certains qui C'était parfois incompréhensible. C'était en tous les cas des fois contradictoire. D'accord. Donc il fallait un seul leader. Et j'ai fait ça pendant de nombreuses années avec une secrétaire vraiment de talent qui m'a aidé, Sophie. Vous pouvez la citer. Oui, Sophie Lamy, si elle m'écoute, elle a continué son service à la police municipale. En tout cas, si elle ne vous écoute pas, elle pourra vous réécouter puisque l'interview sera réécoutable. Donc il est enregistré. Okay. Donc voilà, et puis finalement, au bout du bout, ça a marché très très bien, mais arrivé l'heure de la retraite, en 2007, je suis parti. Et là, j'étais libéré de l'alimentaire et je pouvais faire ma passion. Et donc là, voilà, on va arriver à cette phase où on va parler de votre passion. Donc on a abordé toutes ces parties professionnelles qui vont de 1965 jusqu'en 2012, si je ne me trompe pas. Vous êtes parti à la retraite à quelle époque 2007. 2007, voilà, donc 2007. Et à partir de là, depuis 2007, là, vous vous consacrez donc à votre passion qui est la cartophilie. À votre passion, vous avez été membre fondateur aussi de l'exposition Bourse au Palais de l'Europe. Vous avez été président fondateur de l'association Marcophile et Cartophile de la Côte d'Azur en 1985. Vous êtes aussi, donc par rapport à cette association, vous avez organisé différentes expositions ferroviaires, expositions sur le cirque, expositions régionalistes et identitaires dans les villages du Haut-Pays. Tout à fait. Donc toutes ces expositions, vous avez à chaque fois pris un thème que vous avez développé grâce aux cartes postales. Ce que je suis fier sur la RPI, c'est d'avoir fait des manifestations, des salons à Sospel, mais aussi du côté de Bray et de Tende, où on est monté avec un bagage et on a monté des expositions et on a donné la possibilité aux collectionneurs locaux de s'exprimer aussi bien au travers d'une bourse et au travers d'échanges de collections et de montrer ce que faisaient. Alors, il y a beaucoup de collectionneurs de cartes postales ici alors j'en connaissais un malheureusement qui est décédé, j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais qui était très connu dans le monde de la carte postale à Menton, qui habitait au niveau de la place Saint-Roch, pour si vous vous rappelez bien. Non. Oh, son nom va me revenir. Disons Monsieur Cassard, si je ne me trompe pas. Ah, Cassard, voilà, oui, et pas place Saint-Roch. C'était rue de la République. Rue de la République. Voilà. Donc, oui, Bernard est un très grand collectionneur. Il a été malheureusement. Il est passé de l'autre côté de la barrière, puisqu'il est devenu marchand de cartes postales. Voilà. Marchand de cartes postales et de documents anciens. Il y avait beaucoup de collectionneurs ici dans le coin. À cette époque, dans les années 80, 90 et 2000, on a eu de nombreux collectionneurs suffisamment pour faire des clubs. Au jour d'aujourd'hui, avec les médias,
notamment Facebook et autres, on n'a plus besoin d'aller dans un club pour avoir des belles cartes postales. Oui, bien sûr. Il suffit de visionner un peu, de suivre telle ou telle personne. Je parle M. Bascoul, Jean-Paul Bascoul, Oui. moi-même, et on peut copier-coller des documents extraordinaires qu'on ne peut pas avoir pour le commun des Bien sûr, mortels. on peut les diffuser. Il y avait il y avait un groupe mentonné aussi qui a disparu depuis. Situé Vivre à Menton. Alors j'ai le nom qui va me revenir. Voilà, Mais... donc il y a eu des épisodes et avec une puissance, notamment le groupe qu'on monté avec Jean-Marie Ferraro, on a monté quelque chose d'assez puissant puisqu'on a fait, des fois on a rempli le Palais d'Europe. C'est-à-dire que dans le forum on avait le salon avec une exposition, avec des marchands et dans les ailes, vous aviez donc les échanges. Tout à fait. Et puis à l'étage, on a même fait un bal au bénéfice d'une personne handicapée. Donc on a une association dynamique. Voilà, c'était et on était porteur au travers de la carte postale. On a eu aussi cette activité peu connue, c'est qu'on avait une exposition clé en main qui était utilisée dans les gares de Menton, de Cannes, de Monaco. On a fait ces expositions, les Mentonnais, et personne à Menton ne le savait, mais nous, on était monté tellement haut dans la gamme qu'on avait monté une association de collectionneurs de cartes de TGV. D'accord, donc une exposition itinérante qui était prête à partir à différents endroits du moment qu'on vous en faisait la demande. Voilà, et elle a essaimé et on avait un collectionneur qui avait fait des références de cartes postales sur le TGV, qui était dans le Massif central. Et là, on a commencé à essayer. On avait ce club qui était de carte postale ancienne au départ régionale. Elle a eu 2 ou 3 embryons qui ont vécu leur destinée, c'est-à-dire le TGV, les pompiers et le cirque. D'accord, oui, c'est ce que j'ai tout à l'heure énoncé, effectivement, les expositions. Vous êtes aussi, donc ça c'est votre partie cartophilie, votre partie collectionneur de cartes postales. Vous êtes aussi conférencier sur l'histoire locale. Et là, vous avez participé donc à des conférences ici chez nous, co-organisateur du colloque sur l'hôtellerie en 2011, Menton, cette exception azuréenne. Ça fait partie d'un de vos colloques que vous avez, des conférences que vous avez. À l'époque, donc on est en 2011, je sors une Bible sur l'hôtellerie mentonnaise. Et effectivement, ça a eu un gros succès. Ou alors, où je liste là les 280 hôtels qui ont ouvert pendant 150 ans à Menton, ouvert, vécu. Au jour d'aujourd'hui, on n'en a plus des masses. Hein. Mais à l'époque, on a déjà eu... Combien le chiffre, vous disiez, vous avez pu recenser ? On a recensé entre 1861 et 2011, nous avons recensé 280 hôtels. Ah oui. 280 hôtels. D'accord. Le maximum qui a été ouvert, ça a été 90, et c'était juste avant-guerre où l'hôtellerie était tenue par des Allemands, et on a eu vraiment un aura qui était l'égal de Cannes, qui était l'égal de Monaco. D'accord. Et il y avait vraiment que Nice qui était supérieur. Mais nous, on avait une hôtellerie de luxe, et c'était justement les Allemands qui venaient l'hiver et l'été et retournaient chez eux. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas le ski. Donc, ce qui fait qu'on avait cette clientèle luxus. Alors, toute cette explication, tout ce que vous entendrez, est-ce qu'on le retrouve dans vos ouvrages ou pas du tout ? Puisque je vais arriver à la partie où vous êtes aussi éditeur d'ouvrages. Oui. Cette partie-là disons que tout ce que je vous raconte là... Ce que vous êtes en train de... Voilà, on va le retrouver dans une quinzaine d'ouvrages. Dont certains sont épuisés, où je raconte d'abord l'histoire de Menton, c'est-à-dire Menton de 1909 à 1919, ensuite de Menton de 1919 à 1939. Où vous m'avez fait un très beau cadeau et je vais le montrer à l'antenne, vous êtes arrivé avec... Et donc, j'ai de la chance d'avoir eu ce très beau cadeau et qu'on peut retrouver bien sûr dans les librairies parce que celui-ci n'est pas épuisé. Hein, il peut même être hérédité. Et c'est un très très bel ouvrage avec des photos et d'autant plus heureux de ce cadeau
que vous savez très bien que je suis issu d'une vieille famille mentonnaise. Et effectivement, de revoir ces photos et de revoir cette vie mentonnaise à mon âge, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Alors, je vous ai donné offert celui-ci, que je vous dédicacerai tout à l'heure. C'est parce qu'il me semble être le plus représentatif de l'identité mentonnaise. Là, on est quand même éloigné de la gentry internationale, allemande, britannique d'avant-guerre. Là, on est vraiment chez nous. C'est-à-dire que ceux qui ont connu les années 50, eh bien, on peut retrouver ces années 39 qui sont là. Alors, donc, sur 39, sur cette période-là, j'en ai fait 2. Parce que lorsque j'ai fait le plan de travail, je me suis rendu compte qu'il y avait que se télescoper 2 mondes, donc le mentonnage, les gens du pays, et puis il y avait une autre facette qu'à Menton on n'a pas très bien compris ou qu'on n'a pas assez expliqué, c'est l'art décoratif. L'art décoratif qui débarque à Menton, et notamment on le retrouve dans l'avenue d'Orsay, l'avenue Félix Faure, on le retrouve aussi rue Guyot. Alors on le retrouve sur les façades, c'est ça que vous voulez dire, hein? Sur les façades, et puis oui, surtout sur les façades, mais aussi que si on se donne la peine de rentrer dans certains halls d'immeubles, on s'aperçoit qu'on retrouve ça. Alors c'est compliqué aujourd'hui, hein, parce que les halls d'immeubles... Oui, bien sûr, non, mais de toute façon, quand on va chez un docteur, tout ça... Voilà, exact. Bon, si on prend notre monument aux morts, la place des monuments aux morts, le monument aux morts est art déco. Sur la place de la Gare, il y a 2 beaux candélabres art déco. D'accord. Et autour du monument aux morts, les bâtiments, ils sont art déco. Donc, si vous voulez, il suffit peut-être de lever la tête, de se poser la question. On prend l'avenue Thiers, côté nord, il y a 3 bâtiments, c'est exactement les mêmes bâtiments, mais traités différemment. Alors, ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut le retrouver dans un de vos ouvrages qui peut nous aider à aller faire un tour dans Menton? C'est Menton. Voilà, Menton Art Déco 1919-1939. Voilà. Donc, tome 1, auto-édition, donc ces nouveaux quartiers, sa nouvelle architecture. Donc, tout à fait. On achète ce livre, se procure ce livre, on peut aller se balader dans Menton et retrouver tout ce que vous êtes en train de dire. On peut aller même à l'église du Sacré-Cœur et on s'aperçoit qu'on est dans un art déco orientaliste, alors qu'à l'origine, le bâtiment intérieur, c'était une église traditionnelle. Bien sûr. Voilà. Alors, une quinzaine donc des ouvrages, je viens d'en montrer un 1919-1939. Il y en a un autre qui est sorti juste avant, donc le tome 1, on va dire, sur cet ouvrage-là, sur ce type d'ouvrage, c'est 1909-1919. Oui, je rappelle aussi qu'on peut continuer à se le procurer, hein, donc il suffira bien sûr de vous contacter, en tout cas à contacter. C'est en librairie et puis bon, les gens peuvent me contacter par Facebook. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, donc vous êtes moderne, voilà. Hein, vous êtes contactable par Facebook, Monsieur Jean-Claude Volpi. Oui. Et sinon, en passant par la Société d'art et d'histoire du Mentonnais, c'est aussi possible puisque vous êtes membre. Ouais. J'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais on l'aurait cité. On va le faire parce que pour moi, c'est ma passion actuellement. On a une association qui se relève de 2 ans de pandémie, où nous avons quand même perdu quelques adhérents pour cette raison-là. Mais depuis un an, on a des bulletins, des revues trimestrielles qui sont exceptionnelles, qui traitent de sujets nombreux, variés. Le prochain, c'est une perle. Mentonné. Donc, c'est au pays Mentounas, c'est ça que vous êtes en train de parler ? Mentonné-Roquebrunois. Voilà, Mentonné-Roquebrunois. Donc, j'en montre un exemplaire sur la caméra pour ceux qui ne connaissent pas, puisque bon, les Mentonnais connaissent, hein, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas Mentonnais ou qui ne connaissent pas, ou pays Mentounasque. Et à l'intérieur, effectivement, vous êtes plusieurs rédacteurs. Donc, vous êtes par exemple aussi rédacteur général adjoint à la revue, donc cette revue bilingue, et vous avez écrit. Le directeur général, c'est Jean-Louis Caserio. On va les citer. Voilà, donc, il y a un directeur, Jean-Louis Caserio. Il y a un rédacteur en chef adjoint qui est donc M. Jean-Claude Volpi. Vous, aujourd'hui, il y a des rédacteurs qui collaborent à cet ouvrage. On va vite citer M. Arellano, M. De Seco, M. Didier, M. Hérault.
Frediani, Monsieur Macari, Monsieur Moisio, Mongodri Barberis, Moulet, Monsieur Naré, Monsieur Operto, Monsieur Oziki et Monsieur Rondelli, du nom du célèbre stade Mentonnet. Tout à fait, c'est Valérie qui est aux archives municipales de Menton. Voilà, donc qui aide aussi à avoir des éléments pour écrire. Tout à fait. Ces magnifiques ouvrages. Donc ils sont sortis trimestriellement. Donc vous en avez. Ils sont bilingues aussi. Vous en avez 4 par an. On a 4 par an, ce qui n'est pas facile, parce que du jour on fait un thème, si on prend celui qui vient d'être fait sur la voiture, donc c'était l'identification d'un premier véhicule, et là le président Caserio a choisi un autre thème qui était tout à fait, il a fallu comme un oignon enlever la vieille peau pour faire un thème qui est à mon avis un des plus beaux thèmes parmi ceux qu'on a traités, c'est la voile et le nautisme. Alors, il va y avoir aussi, donc je disais, alors je ne sais pas si dans l'info que vous m'avez envoyée, il y en a qui sont déjà sortis, mais dans les prochains thèmes du pays Mentounas, nous avons la navigation de plaisance, la voile, les crimes et brigandages, vous avez prévu d'écrire, c'est ça? Oui, aussi. Les publicités et la propagande, le carnaval, la vallée de Gorbio, les théâtres et les casinos, les transports, le funiculaire et de l'annonciade. Donc il y a encore beaucoup, c'est tous des thèmes que vous avez en préparation. Alors, on se donne des thèmes et puis en fonction de l'avancement, on finalise. Vous écrivez les articles et en fin de compte vous remplissez le thème. Disons qu'une fois qu'on a choisi les thèmes en début d'année, on demande à chacun de nous donner de la matière et en fonction de l'avancée des uns et des autres, on le prend. Si je prends le thème du Val de Gorbio, de suite, chacun va nous dire Gorbio. Mais là, on a pris autre chose. Voilà, il y a d'autres histoires autour de Gorbio. Voilà, nous, on a dit, on va faire le Val de Gorbio, mais cette partie un peu, une terre incognita, j'allais dire, méconnue, qui fait une rive qui est à Menton, l'autre rive qui est à Roquebrune, et puis le haut de la vallée qui est à Gorbio. D'accord. Et puis autour, il y a des anecdotes, il y a des histoires. Voilà, mais qui n'ont jamais été traitées, parce que pour Menton, Roquebrune et Gorbio, tout ça, c'est des terres, c'est des écarts. Bien sûr. À l'époque, c'était loin. Maintenant, on est en pleine ville. Et puis, le fait que le 600 mètres du Gorbio a été embouté, c'est-à-dire a été mis sous une voûte, maintenant, c'est un vrai lien entre ces diverses administrations. Le nom envoûté, c'est pas mal. Ça veut dire plusieurs choses en même temps. Mais c'est parce que c'est le bulletin va envoûter, celui de Gorbio. On va sortir quelque chose de sociologique et en même temps d'anecdotique. C'est en cela que c'est une prévision de sortie pour vous avez pas il est prêt, celui-là est prêt. Celui-là est prêt, il va sortir en septembre. En septembre. Donc les voiliers sortent dans 3 semaines. Voilà, donc juste avant l'été et un après l'été. Donc au pays Mentounas. Donc on peut le retrouver où ce pays Mentounas? Il faut s'abonner si j'ai bien compris. Alors il y a deux canaux. Quelle manière pour la voir? Alors il y a 2 canaux. Le premier c'est on peut prendre l'abonnement. Je remonte à l'écran. L'abonnement c'est 32 € pour compris par an. Donc on reçoit tous les trimestres 4 exemplaires, 40 pages, couleurs, avec des choses qui nous permettent de revivre vivre notre identité de Mentonais ou de Roquebrunois ou de Mentounasque, c'est-à-dire des vallées. Ensuite, on a la possibilité de l'acheter en librairie ou en point presse. À la place Saint-Roch, à Carnolès. Alors, c'est 2 formules différentes. Bien souvent, ceux qui vont dans les librairies oublient d'une fois sur l'autre ou ne choisissent qu'un. Nous, on dit que le mieux, c'est l'abonnement. C'est l'abonnement parce que au moins on les reçoit et puis c'est cool. Et ça ne nous empêche pas de faire des dédicaces chez nos amis libraires ou point presse. Alors moi, ce qui est bien, c'est que vous êtes venu avec le petit formulaire d'abonnement et ce qui va pouvoir faire que je vais pouvoir m'abonner pour être sûr de les recevoir.
Donc ça c'est génial, vous avez une très très bonne idée de m'amener parce que effectivement, étant de famille mentonnaise, j'ai feuilleté tout à l'heure et pendant que vous parliez, je feuilletais aussi et je revois toutes ces photos de mon enfance. Je vais prêcher pour la paroisse de la SAM, Société d'art et d'histoire du Mentonnet, mais j'ai du mal à comprendre qu'une revue que toute la Côte d'Azur nous envie, parce que à part le Sorgentin, il n'y a pas de revue comme ça qui existe à Cannes. Sorgentin, c'est Nice, je crois. Non, c'est Nice, voilà. c'est Nice. Et moi, j'estime qu'il y a tellement de choses à découvrir qui sont loin des canons, quels qu'ils soient, politiques ou autres, ou commerciaux. Je signale bien que dans vos ouvrages, il n'y a pas de politique. Hein. C'est vraiment Menton. Non, voilà, on est c'est des ouvrages apolitiques. Voilà, exactement. C'est juste de l'histoire. Point bas. Nous, les municipalités passent et nous, on est là pour tenir compte de ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, on se dit quand même, notre cœur de cible sont des personnes qui ont 50 à 70 ans. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des sujets suffisamment historiques, mais qui sont entre les années 70 et 2000. Voilà, vous êtes pile poil, je suis pile poil dans son cœur de cible. Étant né en 64, effectivement, je revois ces photos et je vois des photos de mon enfance. Voilà. Donc, quand j'étais tout petit, que mes parents nous amenaient dans Menton et on a connu tous ces endroits qui ont bougé, quoi. On a ouvert et là, il y a un vent particulier. Le prochain, moi, je suis fan, j'y ai participé. Mais bon, il y a un article sur Brel étonnant. Pourquoi Brel au pays mentonasque? Pourquoi Brel? Mais parce que tout simplement, c'est ici qu'il a appris à faire du bateau, du voilier. Ben voilà, on va l'apprendre. Il avait le voilier ici, au port de Garavant. Il l'a eu des fois au quai Impératrice Eugénie. Et puis, des fois, il allait s'amarrer au Cabet en face de sa... Donc, c'est M. Delatouche qui nous fait ce bel article. On a aussi, on ne le sait pas, mais vous savez que le Tour de France à la voile, Menton a gagné une étape. Alors moi je me rappelle qu'il s'arrêtait à Menton pendant plusieurs années. Il avait des villes finales, c'était la ville... Et Menton était la ville finale pendant quelques années. Voilà. Et la municipalité de Menton accueillait toujours avec grande pompe ce tour. Il y avait de très belles festivités autour. Et je me rappelle tout petit aller voir... Ces voiliers, cette caravane. Et puis c'était une fête qu'il y avait autour. Il y avait aux Sablettes, c'était une belle fête avec des podiums. Et donc on a retrouvé quelqu'un qui était parmi les 4 qui ont gagné cette étape à Marseille, qui est Monsieur Jean-Pierre Guidez. Et puis on lui a permis de nous raconter comment ils ont gagné, parce que c'était impossible à ce qu'ils gagnent, hein. Mais c'était vraiment ils n'avaient pas l'habitude de ces compétitions. Bon, donc voilà. Et si aujourd'hui on cherche des photos de cette période ou un article de cette gagne qu'ils ont fait à Marseille, mais on ne l'avait pas. La SAM, là, aujourd'hui, nous le resserre. Et on a aussi le bol d'or. Le bol d'or, on a oublié, parce que c'était en 48. Mais en 48, on a fait le bol d'or. À Menton. À Menton. C'est bon. Voilà. Le circuit était où? Sur la mer, avec des voiliers. Ah, avec des voiliers, d'accord. Non, mais quand vous disiez bol d'or sur le moment... Oui, parce que le bol d'or a été repris et le nom n'est pas mort. Le nom a été repris, voilà, exactement. Voilà. C'est avec des motos aujourd'hui. Voilà, et bon, ça a été... Alors donc, si vous voulez, c'est ça, on va retrouver tout ça dans ces pays mentonasques, pour résumer. On va retrouver toutes ces histoires. Quand vous avez un thème... Voilà, la voile, celui qui va sortir là dans 3 semaines. Quand vous avez un thème, vous le développez et vous allez mettre toutes ces petites anecdotes qui ont eu dans la vie, qui ont fait la vie de notre région. On va annoncer par exemple que au mois de septembre, il y aura une journée du patrimoine, comme de partout, mais ce sera dédié aux voiles latines. Et ça se passera sur le quai Gordon Bennett. D'accord. À découvrir la date dans le prochain bulletin. Voilà, découvrir la date. Moi, en tout cas, je vais m'y abonner, c'est sûr. Je vais m'occuper de ça quand je vais rentrer. Donc, plusieurs ouvrages. Hein. Donc là, on vient de parler effectivement de, j'ai bien compris, de votre bébé, de quelque chose à laquelle vous tenez vraiment, vous y tenez beaucoup. C'est Au pays mentonasque. Alors là, c'est une revue dans le style des revues
des revues qu'on a, Menton Magazine, que toutes les municipalités ont, dans le même format, on va dire. Hein, le format est le même, mais le fonds de commerce n'est pas le même. Mais le fonds de commerce n'est pas le même, effectivement. Le contenu est un contenu historique dans tous ces magazines. Et les livres, donc on va faire un petit aparté aussi. On va parler de ce livre que vous avez écrit il y a pas longtemps. Pas longtemps, il est sorti il y a un petit moment, mais aussi qui a été faire, donc vous avez quitté à un moment donné Menton et Roquebrune, vous avez été faire un petit tour du côté Monte-Carlo pour écrire Le train à crémaillère. Oui. Vous avez voulu faire un ouvrage là-dessus. Alors l'anecdote, c'est que j'avais écrit en 81, donc ça, c'est pour les moins de 20 ans, c'est loin. Donc j'avais écrit une histoire de la crémaillère qui avait marché du feu de Dieu. Et puis la vie professionnelle m'a empêché de continuer à avoir cette occupation d'écrivain. Et un jour, en pianotant, un de mes fils me dit « Mais tu devrais aller sur Internet, il y a Facebook, il y a... moi qui étais un littéraire et qui était un papier 100%, bon, j'y suis allé. Et puis, en cherchant, je trouve un profil, un collectionneur qui s'appelle Jean-Paul Bascoul, et j'ouvre son site et puis je m'aperçois qu'il y a des photos du train à crémaillère, qui était ma première passion et un de mes premiers livres. Bon, et je vois qu'on peut les copier. Donc moi, béatement, je copie. Quand j'arrive au bout, je me dis quand même, avec la quantité de photos que vous avez récupérées, je peux faire quelque chose. Moi, je peux faire quelque chose, et puis peut-être que ça va être sympa. Bon, maintenant, il me faut l'autorisation de ce mec. Et je l'appelle, je lui envoie on se joint au téléphone, et puis je lui dis, voilà, j'ai tout copié-collé, je vous ai tout piqué, et maintenant, je vais faire un livre. Et Jean-Paul me dit, mais attendez, ça ne se marche pas comme ça. Bon, enfin, on a discuté pendant un mois, puis au bout d'un mois, il m'a dit, bon, ok, on y va. Et vous l'avez fait ensemble, du coup? Et on en a fait un, et puis il a tellement bien marché que il m'a dit, mais moi j'ai une collection sur le Riviera Palace de Beau-Soleil, Monte-Carlo, le plus grand palace du monde en 1900 quand même, et pas celui de Menton. Menton était grand et merveilleux, mais l'autre était vraiment plus grand en quantité. Et donc je lui fais ce livre-là. Et c'est vraiment une merveille, c'est anecdotique, à lire aussi. Au bout du bout, ça lui déclenche une arrivée de documents exceptionnels sur le train crémaillère qu'on ne connaissait pas, et sur le tramway, parce qu'il y avait un tramway qui partait de Monte-Carlo et qui montait au Riviera Palace. Et donc, on a fait un tome 2. Et donc la crémaillère, il y a 2 tomes. Donc en peu de temps, j'ai écrit 3 livres sur Monte-Carlo. Enfin, disons que c'est un peu la goutte qui est Monte-Carlo, Beau-Soleil et la Turbie. Donc voilà, c'est là où vous avez quitté un petit peu le secteur Menton-Roquebrune, sur lequel vous écrivez le plus, puisqu'il y a eu beaucoup de livres écrits. Donc je disais, on va en citer quelques-uns. En 1985, vous avez écrit Menton-Roquebrune 1914-1918. Après, vous avez été, il y a aussi Contes de fées de la Principauté de Monaco. Contes de fées. F-A-I-T-S. Voilà, somme de fées. Voilà, pas des fées. C'est le premier livre sur la principauté qui est fait à base de cartes postales uniquement. Vous avez été aussi écrire un livre, Souvenirs de l'abbé Vera, Castillon, Sospel, Moulinet. Avec 3 autres auteurs. Là, vous pouvez les citer si vous... Oui, il y a Madame Elisabeth Péruse, Madame Elisabeth Joulier, et puis il y a Jean-Pierre Garaccio. D'accord. Vous avez écrit aussi Quand Menton recevait l'Europe, des pensions au Palace, 1861-2011. C'est le fameux livre sur les hôtels de Menton. Et comment est venue l'idée de ce livre? C'est que d'abord, je suis d'une famille de pâtissiers ou de chefs cuisiniers. Et ma mère travaillait dans l'hôtellerie. Donc j'ai baigné un peu dans ce monde-là. Quand j'ai quitté la mairie pour ma retraite, tranquillement, je me suis rendu compte qu'il y avait des documents
qui existait, mais dont on n'avait jamais traité. C'est-à-dire, c'est que chaque fois qu'il y a une modification de façade ou autre, il y a des permis de construire à déposer. Et donc, il y a des documents. Et aux archives municipales, et je remercie Valérie Rondelli de m'avoir ouvert ces trésors, j'ai pu aller fouiner et m'appuyer là-dessus. Et pour écrire sur cet ouvrage. Il y a tous les hôtels qui ont ouvert à Menton. Entre 1861 et 2011. Après, vous avez écrit un livre aussi sur le Cap Martin en 2012. C'est un bébé. Son palace et ses villas. Voilà, c'est un bébé de ce livre sur les palaces. Et en vérité, j'avais fait une belle partie sur le palace de la Pointe du Cap. Or, il y avait des Russes qui avaient acheté des appartements dans ce palace, et ils souhaitaient avoir cet ouvrage pour pouvoir les ramener à Moscou et les distribuer comme cadeau. Et donc, à partir de là, j'ai fait un double, c'est-à-dire que le titre, c'était « Le Cap Martin » entre Monaco et Menton, parce que je pense que c'est un juge de paix. C'est pas le bling-bling de Monaco, mais c'est pas tout à fait Menton. Donc on est sur un juge de paix, aussi bien pour les eaux que pour le territorialité. Vous avez aussi écrit, donc on en a parlé tout à l'heure vite fait, on en a parlé, Menton, l'Art déco 1919-1939. Et si vous avez ce livre et vous baladez dans Menton, ça vous permet de découvrir un petit peu l'art, l'architecture mentonnaise et les décorations. Donc, une autre façon de redécouvrir Menton. Une autre façon de redécouvrir Menton. Vous avez aussi écrit Menton, sociologie et histoire 1919-1939. Le rouge que vous avez dans les mains. Le rouge que j'ai dans les mains. C'est le numéro 2, donc il y a un premier tome, je disais tout à l'heure, qui était de 1909 à 1919. Et donc Crémaillère, on en a parlé. Le Riviera Palace, Monte Carlo supérieur et Beau Soleil. Oui. Vous avez écrit aussi ceci. Et puis voilà, je disais les trains Crémaillère. Donc après j'aurais une quinzaine d'ouvrages. Alors ouvrez une petite parenthèse, on va pas décrire tous les ouvrages. Non, mais celui de Menton et Roquebrune, naissant partagé 1939-1945, lui a une résonance actuelle. C'est-à-dire que, pas au même niveau, mais quand a commencé la guerre en Ukraine, on avait le même mécanisme qui a amené Menton occupé. D'accord. Donc on a ce mécanisme, et c'est ce qui a permis ensuite, au début de l'année, quand ça a déclenché cette terrible invasion de l'Ukraine, c'est-à-dire j'ai fait un diaporama qui listait toutes les photos que j'avais de l'occupation italienne, et je suis retourné aux mêmes endroits et j'ai pris les mêmes photos. Donc ça fait un avant-après pur jus. Voilà. Je ne l'ai présenté qu'une fois au terminal de Pierre et Marie Curie, et je ne l'ai présenté qu'une fois au public. Il y avait 140 personnes, et bon, je vais être obligé de le présenter parce que chacun me le redemande. D'accord. Alors on a fait pratiquement le tour, hein. Donc je rappelle que vous êtes aussi, donc on a abordé en première partie d'interview, donc ceux qui voudront, je rappelle que cette interview pourra être réécoutée, il va être mis sur notre chaîne YouTube, et donc on vous enverra les coordonnées pour le partager, bien sûr. On a abordé votre partie professionnelle, votre partie passion. Je rappelle que vous êtes membre de la Société d'art et d'histoire du Mentonnais, que vous en êtes d'ailleurs rédacteur général adjoint et aussi conférencier. Votre actualité, mon cher Jean-Claude, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent ou dans les mois qui arrivent? Alors, je vous ai évoqué la fameuse conférence de l'occupation de Menton par l'Italie. Bien qu'on est tout à fait amis avec les Italiens, il y a eu une erreur historique à l'époque des dirigeants italiens. Bon, il faut néanmoins le mentionner. Mais là, aujourd'hui, je travaille sur le projet de récupérer toutes les photos sur le Val de Gorbio pour en faire un diaporama qui englobe les 3 communes. C'est-à-dire qu'on pourra le présenter aux 3 communes. Il y a également un diaporama sur le FAST, c'est-à-dire le bulletin que vous avez, le jaune, là, oui, où je rappelle les années 70.
où il y avait les heures fastueuses des carnavals d'été, de la lanterne parade, et puis de nombreuses manifestations qui ont disparu et qui ne reviendront plus. Il y a un autre volet, on ne reprendra pas, j'ai fait un diaporama, moi qui me semble extraordinaire, sur le chemin des crèches, mais avec les photos des crèches et des personnages, mais dans la rue aussi. Et je vais essayer de trouver quelque chose d'autre pour décembre. Je souhaiterais faire aussi un diaporama sur la fête des citrons. Et puis, bon, chaque fois que le bulletin m'en donnera les moyens, j'ai à peu près un catalogue de diaporamas de 15-16 diaporamas. C'est-à-dire que n'importe quelle association peut me demander un thème et je viens bénévolement faire la diffusion. D'accord. Donc c'est vraiment, c'est pas que je lance un appel, c'est tout simplement que c'est dommage que ces photos qui sont pour beaucoup inédites, on n'en profite pas au maximum. Bien sûr. Bien sûr. Alors on va pouvoir retrouver, écoutez, tout ce que vous nous avez présenté ce soir, on va pouvoir le retrouver, bien sûr, toutes vos infos sur votre page Facebook, parce que pratiquement, déjà, les gens, certains sont en train de nous écouter sur Facebook, donc tant mieux, bonsoir. Sur les réseaux sociaux, hein, ouais, on est en direct depuis tout à l'heure, ouais. Donc on peut retrouver toutes ces infos, et puis voilà, on espère que beaucoup de gens vont s'abonner au Pays Mantounasque, en tout cas moi c'est ce que je vais faire. Disons que ça permet aussi de laisser une trace de ce que nous avons connu à nos enfants. J'en parle un peu en connaissance de cause, même si je suis un couteau suisse de l'histoire mentonnaise, mes enfants me voient travailler et faire, mais si on leur pose des questions sur notre identité, c'est comme les enfants de tous nos voisins, on ne connaît pas l'histoire de Menton. On ne sait pas que la fontaine des Logettes, elle est là depuis 1700 et quelques. Elle a son histoire et on peut prendre des parcelles de quartier, des parcelles de rue de Menton qui ont une histoire et bon, on y vit et puis le soleil est beau et la mer est belle, donc je crois que vous venez de clôturer correctement notre interview en disant que Menton, on y est bien. On y vit, et on lui doit de la mettre en valeur et justement de thésauriser tout ce qu'on peut faire pour qu'on se sente tous plus mentonnais, plus roquebrunois, plus de notre territoire qui est quand même étroit, bloqué un peu entre Monaco et l'Italie et puis la montagne et la mer. Donc on est une goutte de pluie, une perle rare. Ouais, une perle rare, voilà. Effectivement. Menton, perle de la France, comme disait Élisée Reclus. Exactement. Merci mon cher Jean-Claude d'avoir été avec nous. Moi très fier de vous avoir laissé, très heureux de vous avoir laissé le temps de vous exprimer, d'avoir parlé, d'avoir abordé. C'est sûr que vous êtes tellement un puits d'histoire mentonnaise qu'on aurait de quoi faire beaucoup plus longtemps. Je suis un conteur d'histoire. Et voilà, en tout cas nous on a pris le temps de vous laisser parler et on n'est pas habitué de faire des interviews de 10 minutes ou de 5 minutes. On a l'habitude de laisser la parole aux gens. Et moi je crois qu'on est bien. Hein. Ça fait 46 minutes qu'on est ensemble, 47 minutes. Voilà, on se quitte et puis bien sûr dans quelques instants c'est le retour de la musique et je vous rappelle que cette interview vous pourrez le retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux mais aussi sur notre chaîne YouTube et puis bien sûr sur notre site internet www.fmradio.fr. Merci Jean-Claude, bonne soirée. Bonsoir. Bye bye à tous.